Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait que tu renforces ton plancher pelvien? Si oui, j'ai les outils parfaits pour toi. C'est les poids vaginaux de Floravie que j'ai ici dans mes mains. C'est des super bons produits que tu ne vas pas retrouver ailleurs parce qu'ils sont plus petits que chez les compétiteurs. Ils sont aussi faciles d'insertion et faciles de retrait grâce à la gaine de retrait. Et c'est des produits de haute qualité, évidemment, comme tous les produits Floravie. C'est avec un silicone hypoallergénique. Et on retrouve 3 poids différents selon tes besoins. Renforcer son plancher pelvien, ça peut entre autres aider pour les fuites urinaires, les descentes d'organes ou autres conditions, mais dans tous les cas, on vous recommande d'aller en parler à votre médecin ou votre physiothérapeute périnéal. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies, au supermarché Santé Avril ou encore en ligne en utilisant notre code promo LBALADO15 pour 15 % de rabais. Et si jamais vous voulez recevoir la gamme complète des produits Floravie, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte à chaque saison. Sur ce, bon épisode tout le monde! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Julie, enchantée. Merci d'être sur le balado pour nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Bienvenue, bienvenue. En plus, c'est un horaire chargé de type présidentiel aujourd'hui. Oui, parce que, en fait, on peut le dire tout de suite. On y va. Parce que tu t'en vas à Québec pour la Marche mondiale des femmes. Oui, c'est ça. Je m'en vais à Québec pour la Marche mondiale des femmes parce que cette année, je suis porte-parole au nom de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Puis, je vais aborder tout le volet violence. Mm-hmm. Puis, c'est samedi, en fait, on se retrouve tous à Québec. On espère être au moins 10 000 personnes là, qui allons marcher dans les rues de Québec pendant 2 kilomètres. Wow! Mais là, quand l'épisode va sortir, la marche va déjà avoir lieu. Mais pour tous nos fidèles auditrices et auditeurs, on va faire un petit post en amont. OK, merci. Attends pour la L'année marche. prochaine, il va en avoir une autre. Non, c'est aux 5 ans. Oh, c'est aussi Ouais, c'est aux 5 ans. Fait que là, c'est samedi ou c'est dimanche? C'est samedi, la marche. Ouais. On aurait été en retard, mais on vous le souhaite là, que ça se passe bien et que vous ayez 10 000 C'est personnes. gentil. Merci. Avant de commencer, Ouais. puis de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on fait une petite activité brise-glace, des petites questions rapides, réponses rapides pour apprendre à mieux te connaître. OK. T'es prête? Ouais. Mais là, moi, je tiens à dire à tout le monde, parce qu'on est toujours honnête dans nos épisodes. Oui. On est toujours en mode genre sans filtre. On a des mini-questions. Nous, on imprime la gang, là, si vous voyez, on a des petits cartons. Hein. Puis on imprime nos questions, puis on les colle sur les cartons. Mais là, l'imprimante ce matin ne fonctionne pas. Et donc, on l'a imprimé sur le 10 mots de Girl Crush, qui est comme les une étiquettes de... de livraison. Donc, c'est écrit en caractère 4. Fait qu'on les on a de la misère. aussi. Ouais, si on a de la misère à lire un peu, c'est pas notre faute. Merci d'adresser l'éléphant dans la pièce. Ça me rassure. Ça me stressait mes mini-questions. Vas-y, Marie-Lou, la première question. Fait que là, je la pose avec mon carton dans ma face. Là, tu sais. Est-ce que tu as eu un animal quand tu étais enfant? Oui, j'ai eu un animal quand j'étais enfant. J'en ai eu plusieurs, d'ailleurs. J'ai eu un chinchilla, un hamster, des oiseaux, un chien, un chat. Le zoo. Ouais, ben Tout en pas même tout en même temps. Pauvre parent. Ouais, c'est clair. Passe leur temps à faire les litières. Non, vraiment pas. Non, un à la fois, là. Puis là, t'en as-tu? Ouais, j'ai un chat. Qui s'appelle? Mimi. Ah, Ouais, Mimi. Le livre que tu recommandes à tout le monde. Oh, le livre que je recommande à tout le monde. Ben, je pense que c'est récent. Là. Je vais y aller dans quelque chose de récent. Là. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. OK. C'est un très, très beau roman. Puis, ils vont l'adapter en film. Ouais. Il y a la BD aussi, mais c'est très beau. Je l'ai pas lu encore. C'est très beau. C'est un très, très beau roman. Ouais. Je te l'emprunterai après, alors. 3 mots pour décrire ton quotidien au travail. Au palais. Oh, ouais. Je me suis dit que ça allait être intéressant. 3 mots. Rapidité. Ça va très, très vite. Je trouve que ça va très vite. Militantisme, parce que ça fait vraiment partie d'une facette importante de la défense collective des droits. Donc, on y militante beaucoup. Puis le 3e mot, c'est sororité, peut-être. D'aller dans... Puis j'ai même un chandail. Oui! C'est écrit sororité en arrière. Ouais. OK, je vais voir. Wow, il est vraiment beau. Ouais, il est beau. C'est le chandail de la coalition. Shameless plug. Ouais, c'est ça. Un instrument que tu aimerais maîtriser sur le champ.
J'aimerais beaucoup maîtriser le piano. J'essaie depuis des années, je suis incapable de lire une partition. Je sais pas pourquoi, je suis comme dyslexique des partitions. J'arrive pas à lire la musique. Ben, je pense pas que je pourrais faire mieux, honnêtement. C'est tellement beau en plus du piano. Ah ouais, Je comprends. beau. Moi, je peux juste faire une main à la fois. Fait que... On pourrait se compléter peut-être, Marie-Lou. On joue à Tu pourrais faire la pédale en dessous. There we go! Pas une pédale en plus, là, je serais complètement pris. Avant qu'on commence dans le sujet d'aujourd'hui, là, on n'arrête pas de dire le sujet d'aujourd'hui. On veut parler entre autres de féminicide. On aime bien introduire nos invités, ou plutôt que nos invités s'introduisent eux-mêmes, elles-mêmes. Donc, qui est Julie? Grosse question ce matin. Julie, représentante de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Ça fait plusieurs années que je milite, mais à la base, je suis art thérapeute de formation. J'ai travaillé auprès des enfants, des adolescents en troubles de dépendance, particulièrement sur le vide existentiel. Puis, par la suite, j'ai trouvé ça... c'est quand même assez difficile de changer les milieux, en fait, autour des enfants. Souvent, l'enfant est le symptôme du problème et la famille et les agents. En fait, c'est pas la faute des familles nécessairement. Ben bon, souvent, l'enfant, c'est le symptôme familial, de problématiques familiales. Donc, je trouvais ça difficile. Puis, à un moment donné, il y avait une limite. Puis, j'avais plus tendance à revendiquer puis à confronter les parents. Puis, tous mes boss étaient là, genre, non, Julie, là, arrête, là, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Je me suis là, oui, mais là. Je comprends. Fait que là, après, c'est ça. Fait que je me suis tournée vers le militantisme. J'ai été directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec pendant 6 ans. Wow! Ouais. Puis ensuite. Je devrais connaître ça. Puis ensuite, je suis partie comme formatrice, accompagnatrice pour ensuite aller à la Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Puis la coalition existe depuis quand environ? La coalition existe depuis 2018. C'est un très jeune organisme, en fait, qui a été... en fait, c'est des groupes nationaux qui se sont mis ensemble, qui avaient des axes violence vraiment spécifiques, notamment violence conjugale, violence sexuelle et exploitation sexuelle. Les nationaux se sont dit, il faut qu'on brise les silos de la violence, parce que c'est comme ça qu'elle est analysée un peu au Québec, là, parmi ces 3 grands axes-là. Puis on dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, parce que la violence, c'est un continuum. Puis, à partir de là, les groupes se sont formés et se sont coalisés, en fait, puis on dit on va créer un nouvel organisme. Et de là est issue la Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Et j'étais là aussi à la création en tant que représentante du Réseau des lesbiennes du Québec parce qu'on avait vraiment un besoin d'avoir une approche intersectionnelle. Donc, il y avait les femmes en situation de handicap, les femmes racisées, les femmes de la diversité sexuelle. Puis, à partir de là, on a créé la coalition. Mais après, il y a eu la pandémie, ça a été très difficile. Puis, comme vous le savez, il y a eu une augmentation de la violence vraiment importante aussi. Puis, ça s'est articulé différemment. Donc, les femmes pouvaient moins aller chercher de l'aide. Il y avait aussi de la résistance. Puis, bon, ils étaient plus isolés. Les groupes ont dû aussi s'adapter. Donc, ça a été plus compliqué. Donc, pendant la pandémie, ça a été dur. Puis, c'est grâce à une subvention spéciale après la pandémie, en 2023, qu'il y a une de mes collègues qui s'appelle Jenny Laure-Soulier qui m'a appelée puis qui m'a dit « Julie, on a besoin de quelqu'un pour bâtir pour mettre en place, en fait, les assises de la coalition parce qu'on n'était pas subventionné, absolument rien. » Elle m'a dit « T'as 1 an. » Puis dans ce temps-là, j'étais dans un emploi au Centre Saint-Pierre comme accompagnatrice, formatrice. J'étais syndiquée, j'avais un bon salaire, des conditions de travail et tout. Puis j'ai tout lâché. Puis pour 1 an de contrat... Un peu chambranlant, quoi. Ouais, mais je pense que c'est viscéral. J'aime bâtir les choses. Puis finalement, on a trouvé une subvention. On a fait une belle alliance avec la Fondation Lucie-André Chagnon. Puis ensuite, on a eu la reconnaissance du gouvernement québécois comme organisme en défense collective des droits depuis décembre. Là, on a eu la nouvelle le 23 décembre. Beau cadeau de Noël. Bravo. Félicitations. T'as réussi, finalement. T'as réussi le mandat. Ouais. Fait que là, c'est cool. Ouais, puis pour les gens qui nous écoutent, en fait, non, c'est pas vrai, je dis toujours ça, c'est pour moi, là, finalement. Tu voudrais-tu nous dire exactement qu'est-ce que fait la coalition? C'est quoi les activités? C'est quoi son engagement? Tu sais, concrètement, pas elle sert à quoi? Je sais, elle sert. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais, c'est bon, ça, comme question. Oui, bien sûr. La coalition, en fait, on est un organisme en défense collective des droits, c'est-à-dire qu'on fait le pont entre la société, les gens, les individus, les citoyens, les citoyennes et les politiques. Normalement, le canal de communication se fait quand même assez bien, mais depuis quelques années, je trouve que le canal de communication se fait un peu moins bien au niveau des politiques. Puis, bref, mais ça, c'était un petit commentaire.
Genre, Wink, ça serait bien d'écouter les organismes que vous financez, tu sais. ça nous étonne pas. Ouais. Fait que bref, c'est ça, en fait, la mission des organismes en défense collective des droits. Nous, on est un organisme national, donc on est une coalition qui regroupe des groupes qui travaillent auprès des femmes, donc qui est premier palier de base. Ensuite, il y a les regroupements les regroupements régionaux, en fait, qui coalisent, eux, des groupes de base. Puis nous, on est les nationaux qui coalisent les 3 paliers gouvernementaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a 34 groupes membres à la coalition, dont des CALAX, dont des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, dont des groupes qui travaillent auprès des femmes exploitées sexuellement. Puis on a des regroupements aussi qui regroupent ces groupes de base-là et des organismes nationaux qui font un peu plus comme nous, qui font du plaidoyer politique. Puis, en fait, nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment coaliser toutes ces femmes qui ont des expertises vraiment spécifiques, donc notamment violences sexuelles, exploitation sexuelle, violence conjugale, et on partage en fait les réalités pour avoir une vision globale de la violence, à savoir comment elle s'articule, parce que dans la vie, la violence n'arrive jamais d'une seule manière. Souvent, elle arrive de plusieurs manières et elle s'articule à différents moments de la vie aussi, de différentes manières. Fait que souvent, les femmes sont victimes d'un continuum de violence, de la naissance et même avant, malheureusement, jusqu'à la mort. Mais la violence va s'articuler différemment. La coalition, pour coaliser ces groupes-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le continuum féminicidaire. Le continuum féminicidaire, c'est tous les actes de violence qui mènent à l'acte ultime, non pas dans sa force, mais dans son aspect qui est irréversible, en fait, qui est la mort d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe ou de son genre et ou de son genre. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui nous écoute qui dit ben là pourquoi c'est juste pour les femmes, il y a des hommes qui meurent aussi. Ouais. Non mais c'est parce que on l'entend Ils quoi. sont pas dans nos auditrices. Ceux qui vont écouter l'épisode au complet, ils vont pas se dire ça. En fait, c'est les gens sur Instagram qui vont juste voir comme 30 secondes d'extrait, puis là, ils vont être comme... Ouais, c'est flat. Parce qu'on les aime, nos auditrices, on sait qu'ils diraient pas ça. Mais il y en a qui diraient ça. Ben, en fait, il y a plus d'homicides entre hommes que de féminicides envers des femmes. Parce que les féminicides, c'est vraiment des crimes spécifiques qui visent le genre femme, le sexe femme. La différence entre un meurtre d'un homme par un homme et un meurtre d'une femme par un homme, c'est le caractère haineux du geste. Souvent, les hommes vont se tuer dans des règlements de compte. Donc, ça va être une balle. Marcela Lagarde de los Rios, qui est une grande militante mexicaine qui parle justement des féminicides, puis qui a amené le terme féminicide dans une vision globale et de complicité étatique, a mentionné que les hommes se réservent une balle d'honneur. C'est-à-dire qu'ils se mettent une balle dans la tête, puis c'est fini. Malheureusement, les femmes, lorsqu'on parle de féminicide, il y a un surmeurtre. Donc, il y a un caractère haineux. On peut parler de, là, je vais être un peu crue, mais tu sais, de viol pré-mortem, de viol post-mortem, de mutilations génitales qui sont vraiment spécifiques. Donc, on va découper les seins, on va découper les organes génitaux, on va aller à l'intérieur des femmes pour leur retirer carrément des fois, parfois, l'utérus. Tu sais, c'est très violent. Puis, les meurtres, des futurs meurtres, ça, on le voit plus dans les pays d'Amérique latine notamment, mais au Québec, on voit des meurtres qui sont très proximaux et d'une violence extrême, notamment 17 coups de couteau, notamment un étranglement très long, très lent, des menaces aussi qui sont présentes à la fois, des attentes, c'est très prémédité, hein? Les hommes vont attendre les femmes dans des endroits, vont les surprendre, vont les menacer pour ensuite les tuer. Fait qu'on voit quand même que la femme s'est débattue, il y a eu un combat, un contact. Donc, tu sais, il y a vraiment un caractère de « je veux te tuer », là. Ouais. Il n'y a pas de... C'est haineux. Il y a vraiment quelque chose d'haineux et de lent. C'est la différence entre une balle d'honneur qu'on réserve dans un crime de drogue, par exemple, ou versus un crime haineux sexo-spécifique. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est très bien expliqué. Ouais, Puis, c'est incroyable. genre, moi, je suis vraiment... Ben, c'est pas incroyable. Ouais. Non, mais c'est bien. L'explication, elle est très, très claire, nette et précise. Puis, moi, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast de ce genre, mais j'ai vraiment, j'ai peur, là, dans la vie, en général. J'ai peur des hommes, je vais le dire. Mais j'ai peur des évasions à domicile, j'ai peur de me faire surprendre, j'ai peur de marcher à mon auto, puis etc. Mais j'aurais moins peur de la mort si c'était juste, ben, je meurs. C'est pas de Une balle, là. Ouais, une balle. Si tu me dis, je me fais attaquer puis il y a quelqu'un qui me tire,
d'accord, tu sais, au pire, Parle de tu meurs, souffrir. puis c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est comme Mm-mm. c'est tout le reste. C'est que je sais que si je suis victime, ça va probablement être d'un homme et ça va probablement être dans de grandes souffrances, là, tu sais. Fait que... Ouais, mais déjà, tu sais, il faut démystifier le fait que les cas de violence envers les femmes, la place où la femme est le plus en danger, c'est chez elle. Ouais. Donc, d'ores et déjà, il y a un facteur de protection, Oui. tu sais, que tu as. Après, les femmes sont majoritairement tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc, ça aussi, c'est à démystifier. Par exemple, l'année dernière, au Québec, les féminicides, je pense qu'à 75%, c'était des partenaires intimes de la femme ou un enfant, parce que ça aussi, ça arrive dans approximativement 30 à 40% des cas. Il y avait seulement 3 cas l'année dernière sur 24 féminicides qui ont été commis par soit un voisin, soit par une personne inconnue ou non déterminée. Quand tu parles d'enfants, de quoi tu parles exactement? C'est la femme puis les enfants? Ou... Oui, nous, on comptabilise pas. Ça fait vraiment inhumain, ce que je viens de dire, mais on n'aborde pas... On va parler des infanticides lorsque c'est un moyen de pression ou de chantage utilisé par l'homme, justement, pour atteindre la femme. C'est une autre façon de tuer la femme. Parce que les féminicides, le continuum féminicidaire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle pas juste d'un féminicide physique. Donc, la mort n'est pas seulement l'acte ultime du fémicide, comme on appelait aussi dans les années 80 de Diana Russell. En fait, le continuum féminicidaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tuer la femme de différentes façons. Et on le voit, notamment, on le voit à travers l'histoire, on le voit à travers les politiques, on le voit à travers les violences, et on le voit comment, en fait, cette mort s'articule de différentes façons pour enlever le pouvoir des femmes de pouvoir être ce qu'elle est. Et notamment, les hommes veulent tuer les femmes parce qu'elles ont procréé, c'est-à-dire leurs enfants. Et c'est par ce moyen-là, sans tuer la femme, qu'ils vont atteindre la femme et la tuer symboliquement également. Ça, c'est quand ils tuent seulement les enfants, mais sinon, ils tuent tout le monde, comme on a vu récemment un cas spécifique au Québec qui a tué ses 2 enfants avec sa conjointe par la suite. Oui. Ça, j'ai l'impression que ça arrive vraiment souvent. Là. C'est comme... c'est un féminicide, puis ben, tant qu'à y être, genre... Je sais pas, on dirait que je le vois. Ben, en tout cas, j'écoute beaucoup de true crime. Ils sont très médiatisés. Ils sont plus médiatisés, ils sont plus suivis parce que c'est comme si ça allait chercher quelque chose de plus inhumain de tuer son enfant. Mais je pense que à chaque acte de violence où il y a un crime, c'est inhumain. C'est inhumain. Donc, tu sais, on va aller chercher un peu sur la sensibilité, genre, ce sont des enfants. Je suis tout à fait d'accord, les enfants n'ont pas... ils doivent pas mourir pour une incapacité de gestion de ses émotions, là. Ni les femmes, d'ailleurs, tu sais. Donc, il y a personne qui devrait gérer les émotions ou être le catharsis d'un problème plus large, là, de contrôle de soi. Comment qu'on explique ça? C'est une très grosse question, puis je pense qu'on va comme en parler longtemps, là. Mais pourquoi les hommes tuent les femmes? Pourquoi les... Comme, puis là, je suis très généraliste. Là, je vois déjà quelqu'un commenter sur l'épisode. C'est pas tous les hommes qui n'aiment pas les femmes. C'est pas ça que je dis. C'est tous les hommes qui n'aiment pas les hommes. Mais il y en a une grosse batch. Là. Puis en ce moment, si je me trompe pas, le taux de féminicide augmente. Non, ils augmentent pas. En fait, au Québec, le taux de féminicide est stable depuis quelques années. Il y a eu un petit pic pendant la pandémie, mais le taux de féminicide tourne autour de entre 25-30 féminicides par année depuis les 5 dernières années. Au Québec. Au Québec. Par contre, dans le monde, au Canada, en fait, je vais y aller peut-être en dégradation. Au Canada, il y a eu une augmentation des féminicides. Ça, on le voit. Particulièrement aussi auprès des femmes autochtones, tu sais, qui représentent 30% des féminicides au Canada, puis qui sont seulement 5% de la population canadienne. Donc, il y a vraiment une surreprésentation des populations autochtones. Et il y a un crime, il y a une articulation particulièrement haineuse dans les crimes. Notamment, on va les retrouver dans des décharges. Tu sais, on voit la considération, en fait, du corps. Tu sais, c'est très symbolique. Fait qu'au Canada, il y a une augmentation des féminicides, particulièrement en Alberta. C'est là qu'il y a le plus de féminicides de femmes autochtones. Ils ont même créé une alerte rouge, comme une alerte Amber, lorsqu'une femme autochtone disparaît. Pour essayer de se mobiliser. Mais bon, encore, c'est ça. Le problème des féminicides, ça part pas d'une action comme ça. Il faut aller à la base. Ils sont jamais médiatisés, là. Genre, Très peu. Ça c'est très, très peu. C'est l'enfer, là. Puis là,
Ouais. Dans nos échanges courriels, je t'ai dit que j'allais pas te demander de statistiques, mais sont en hausse. C'est parti de où à où? Sais-tu de mémoire? Mais sais-tu Mais par exemple, au Canada, ce que je sais que je peux vous dire, c'est que dans les dernières années, il y a eu une augmentation de féminicide dans le contexte intime de 10 passant de 32 à 42 environ. Là. Okay, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. statistiquement significatif, là. C'est pas un genre 0,2, là. Ouais, non, c'est pas... Mais sur les féminicides, il y en a eu 187. Donc, il faut toujours relativiser aussi. T'sais, mondialement, on peut voir, il y a environ 85 000 filles et femmes qui meurent à chaque année par un partenaire, une personne qu'elles connaissent. Donc, c'est quand même intense. Puis, l'ONU mentionne que c'est environ 4 féminicides sur 10 qui est rapporté aux États-Unis, au monde, dans le monde. à la police. OK. Fait que 4 féminicides sur 10 qui est rapporté aux instances. Donc, c'est qu'il y en aurait vraiment beaucoup plus. Là. Beaucoup plus. C'est la pointe de l'iceberg, en fait. Puis le problème avec les féminicides, c'est que c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. Parce qu'il y a tout le continuum de violence qui s'articule avant. Ça. Oui. Fait que plus il y a de féminicide, plus on voit le féminicide, plus la personne se sent, plus l'homme, en fait, puis c'est majoritairement des hommes, se sent à l'aise de faire ce crime haineux-là. Mm-hmm. Donc, ce crime haineux-là est conditionné par une série d'ouverture de la société, à pouvoir le penser. Il y a Christelle Tarot, qui est une grande historienne française que j'aime beaucoup, qui a écrit une anthologie sur les féminicides, qui mentionne qu'une gifle n'est jamais qu'une gifle, en fait. Elle est conditionnée par une société qui permet cette gifle. Et cette gifle va, par la suite, prendre d'autres formes et se renforcer, en fait, dans ces comportements-là. Et c'est ça le plus triste, en fait. C'est tous les jours, par une éducation qui n'est pas féministe, qui n'est pas égalitaire, par les représentations qu'on voit à la télé, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les médias sociaux, notamment. Mais je pense que c'est vraiment cette culture, cet imaginaire collectif qui nous permet de faire vivre aux femmes ce sous-sexe, cette sous-personne, ce type de violence-là. Parce qu'on dirait que je le vois que c'est une chose sur les réseaux sociaux puis tous les médias qui influencent les gens, entre autres les hommes. C'est une chose pour eux de voir les femmes comme, entre beaucoup de guillemets, le sous-sexe. C'en est une autre de vouloir les tuer. Comprends-tu? Les deux sont pas corrects. Là. Je dis pas que dire que c'est sous-sexe, ça serait correct. Puis au moins, non, mais qu'est-ce qui amène un homme de passer de dire, ben moi, je suis plus puissant que ce sexe-là à je vais commettre de la violence verbale, physique, jusqu'à un meurtre? Qu'est-ce qui apporte une personne? Le féminicide, c'est l'acte ultime de la possession. C'est « tu m'appartiens ». Et en fait, la majorité des féminicides se positionnent en contexte conjugal parce que les femmes disent à l'homme qu'elles vont le quitter. Et c'est à ce moment-là que le féminicide, c'est à ce moment-là que les femmes sont les plus vulnérables. C'est là. Et c'est le crime de possession qui s'articule. Tu es à moi, tu vas rester à moi et tu vas souffrir pour ce que tu me fais souffrir, moi, en fait. Donc, c'est comme ça que le féminicide s'articule en contexte intime. Dans les contextes familiaux, on va voir plus du raquetage, besoin d'argent, consommation, des trucs cachés, un peu des vices, puis qui vont aller chercher chez la mère de l'argent, ou puis que ça va pas fonctionner. Fait que, dans le fond, la mère va pas vouloir le supporter, donc il va la tuer, tout simplement. Puis après, il y a toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale aussi, qu'on voit un peu plus comme dans les trucs de Netflix, par exemple, là, que genre c'est tueur, un peu, qui ont vraiment des problématiques de santé mentale. Mais la majorité des hommes qui commettent les féminicides ne sont pas diagnostiqués avec des problèmes de santé mentale. Ils sont multirécidivistes, par contre. 50% des auteurs de violences féminicidaires ont un casier judiciaire. Ouais. Donc, on voit le continuum de violence. On voit que souvent, ils ont perpétré des actes de violence auprès des femmes pour ensuite renforcer cette violence-là. Oui, ça arrive pas du jour au lendemain. Genre, je me lève un bon matin, puis ça me tente de... Non, c'est ça, c'est le résultat de... C'est le résultat de... Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes rapidement comme le contexte familial, parce que, oui, en effet, genre, c'est souvent dans un contexte conjugal qu'on entend ou qu'on voit plus être médiatisé, mais comme, tu sais, il doit y avoir d'autres milieux qu'on entend moins parler, ou que, tu sais, on dirait que tu viens juste de dire, genre, ah oui, envers une mère, puis je suis comme genre, je pense que j'ai jamais vu
un cas médiatisé comme ça. Fait que je suis comme, mais ça doit arriver aussi, là. Envers les mères, oui, ça Ouais, arrive. ou C'est comme 30 envers, en fait, des féminicides. Ah ouais. Puis, ce qu'on voit aussi beaucoup maintenant, c'est ce qu'on appelait avant le meurtre par compassion, en fait. Puis nous, à la Coalition féministe, on l'appelle le féminicide par omission de soins. C'est-à-dire les hommes qui ont à charge maintenant leur femme et qui sont plus capables de subvenir à leurs besoins. Donc, à la place, ils vont la tuer pour la libérer, en fait, du fardeau qu'elles vivent, si elles ont l'Alzheimer ou si elles ont des problématiques physiques multiples rendues à un certain âge. Donc, on le voit de plus en plus. Ces crimes haineux-là, ces féminicides-là se concluent souvent par un suicide post-meurtre, en fait. Souvent, les hommes vont se suicider par la suite. Ça arrive quand même de plus en plus souvent, ouais, malheureusement. C'est tellement triste. Puis là, tu disais, bon, sont pas en hausse les féminicides au Québec. Toutefois, sont stables. Ouais. Qu'est-ce qui est fait actuellement d'un point de vue gouvernemental ou pas fait? Mais est-ce que en ce moment... Situation Quelle est la situation? Non, mais est-ce que le gouvernement essaie en ce moment de réduire ce taux-là? Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place? Ces hommes-là qui ont déjà un casier judiciaire pour violence envers les femmes ou name it, là, peu importe ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont un certain encadrement pour pas que ça... Tu sais, tu dis que le taux de récidive est de quoi, 55 Dans 50 les 50%. hommes qui ont tué leur femme avaient un casier judiciaire pour violence conjugale. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, justement, compte tenu de ces statistiques-là? Tu sais? Ben oui, c'est clair. Les groupes féministes travaillent vraiment fort pour démystifier, en fait, comment s'articule le féminicide. D'ailleurs, on a écrit un rapport féminicide 2024 que vous pouvez trouver sur Internet qui fait justement... Ah oui, je l'ai downloadé. Ah ouais? Faut le lire maintenant. Non, mais Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de girl crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. je suis pas mal sûre que je l'ai lu. Mais non, ça me dit vraiment... Oui. Quelqu'un nous en a parlé. Ça m'étonnerait pas que tu aies téléchargé ça, en effet. Continue, excuse-moi. C'est bon, mais c'est ça. Donc, on a une série de recommandations, en fait, dont notamment la mise en place d'une cellule de réflexion sur comment s'articule le féminicide. Et les enjeux de violence conjugale sont vraiment importants, mais on ne doit pas juste comprendre le féminicide en contexte conjugal et post-séparatoire. Il faut vraiment le voir d'une vision globale, notamment parce que des femmes plus âgées se font assassiner, sont dans les statistiques, puis le crime haineux doit être mis de l'avant. Au Canada, il y a le crime haineux qui est mis, c'est un facteur aggravant lorsqu'il y a une condamnation d'homme, lorsque tu es une femme ou que tu es n'importe qui. En fait, il y a un facteur aggravant si cette femme a été violée, pré-mortem ou post-mortem, et ou si... non, je pense que c'est la seule chose. OK. C'est la seule chose. Fait qu'il va y avoir un facteur aggravant à la peine de l'homicide. Y a-t-il des choses qui sont mises en amont de ça? Tu sais, en prévision, là, qu'on essaie que ça se rende pas jusque-là, que dire ah, ben là, il l'a tué, puis en plus, il l'a violé. Comme là. Y a-t-il des choses, tu sais, justement, un homme qui a commis un viol, est-ce que le système judiciaire, le gouvernement est comme, bon, ben cette personne-là, entre guillemets, ne devrait pas être en contact avec des femmes ou ne devrait pas, tu sais? Oui, c'est très compliqué. Ouais. En fait, la responsabilité incombe beaucoup à la victime. Puis c'est ça qui est triste, puis c'est ça qui ne fonctionne pas, en fait, dans notre société. Les victimes, parfois, doivent même quitter le pays. Pas les victimes de féminicide, évidemment, parce qu'elles sont décédées, mais les victimes de violences conjugales, notamment parce qu'elles se sentent pas en sécurité. Tu sais, les bracelets anti-rapprochement, ça a démontré, justement, que ça avait des grandes lacunes. Les femmes, tu sais, puis notamment aussi, il y a tous les enjeux avec les enfants. Tu sais, il y a ça aussi. Donc, c'est vraiment compliqué pour les gouvernements de trouver les bonnes actions à faire. Mais déjà, si les femmes avaient les mêmes... Par exemple, en fait, ce qui est compliqué, aux États-Unis, ça ne fonctionne pas pareil. Aux États-Unis,
en fait, les auteurs de crimes sont perçus comme les auteurs de crimes et ils doivent démontrer, en fait, qu'ils n'ont pas commis le crime. Au Québec, les auteurs de crimes sont perçus comme non coupables et c'est à la plaignante, en fait, la victime, de prouver que l'agresseur a commis un acte. Ouais. Donc, déjà là, on voit comment on prend le problème. Aux États-Unis, bon, c'est pas vraiment des exemples à prendre ces temps-ci. On a reçu une avocate pour venir parler du système judiciaire, puis de comment que ça fonctionne pour la violence conjugale et tout, mais je savais pas que c'était on avait comme ça. dit, là, dans le fond, aux États-Unis, c'est innocent until proven... non, c'est guilty until proven innocent. Puis ici, c'est innocent until proven guilty. Tu sais, il y a des pros and cons. Je dois avouer que... Oui, absolument. Innocent until proven guilty, peut-être qu'on préfère ça d'un point de vue. N'importe quoi, tu sais, je parle, ton voisin t'accuse d'avoir tué sa femme. Si t'étais pas là, c'est pas toi, mais... c'est pas si simple, là, mais aux States, t'es comme, quelqu'un dit que t'es guilty, prouve-nous que t'es innocent. Oui, comme c'est ça. tabarnouche. Mais c'est juste que one size fits all doesn't work, là. Ça ne fonctionne pas non plus pour tous les... justement, là, on le voit juste avec cette problématique-là, pardon, là. Ben oui, c'est ça. Non, il y a plein d'aspects, puis, tu sais, on est d'accord qu'on veut pas... Par contre, dans les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale, il y a des enjeux à nommer. Puis, c'est compliqué de faire la preuve lorsque tu es la victime. Et le processus judiciaire est vraiment difficile pour les femmes victimes. C'est ma crédibilité versus ta crédibilité. Et on retourne dans un combat qui est inégal aussi, parce qu'on se rappelle que le système de justice a été créé aussi par les hommes, tu sais. Donc, c'est tout ça, quand on parle de continuum féminicidaire, c'est comment on ne laisse pas la chance aux femmes, en fait, de s'en sortir. Et c'est là le problème. Puis, il faut redonner, en fait, à la victime la chance de pouvoir se défendre. Par exemple, le procureur doit donner les preuves à l'avocat du criminel, mais le criminel, le criminaliste, n'est pas dans l'obligation de donner la preuve, son plaidoyer, en fait, à la victime. Donc, c'est toute une question de préparation. Comment la victime se prépare à un argumentaire qu'elle ne connaît pas. Par exemple, lorsqu'on se fait agresser sexuellement et qu'on va à l'hôpital pour faire une trousse de dépistage s'il y a eu viol ou pas, la trousse médico-légale, qui est une des bonnes choses à faire, soit dit en passant, c'est pas du tout une critique. Mais lorsqu'on veut amener ça après en cours, la personne qui a agressé, l'homme qui a agressé sexuellement la femme, va savoir que la femme a fait la trousse médico-légale, qu'ils ont trouvé du sperme ou autre facteur incriminant dessus. Donc, va prévoir, en fait, et là, va jouer sur le consentement. Mais si la plaignante pouvait cacher cette information-là et que lui ne le sache pas, puis qu'il arrive devant la juge et qu'il dit « Ben moi, je ne l'ai pas violée, madame la juge. » Et puis là, elle sort la preuve en disant « Tu m'as violée. » On a la trousse médico-légale. C'est pas normal que tu dises un mensonge. En plus, c'est une parjure devant la cour. Ça change toute la dynamique. Ça change toute la dynamique. Oui, puis là, j'y vais vraiment de mémoire parce que ça fait comme le scoop, là, mais ça fait pas longtemps qu'on a filmé avec Marilyn, qui est l'avocate, justement, où qu'on a parlé de tout le processus judiciaire. Mais si je me rappelle bien, puis tu me diras, Marie-Lou, là, ce qui était différent, c'est que c'est pas le procès non plus de la victime. Tu sais, la victime est juste là comme témoin, mais c'est pas son procès du tout. C'est le procès de la couronne. Oui. Ah oui, il y avait aussi, c'était ça aussi, hein. C'était la couronne qui poursuivait. C'était pas elle qui poursuivait. Bref, fait que c'est comme les statuts en tant que tels. C'est problématique, là. C'est problématique. Mais il y a un super bon organisme qui s'appelle Rebâtir, qui maintenant accompagne les femmes à la hauteur de 4 heures lorsqu'elles veulent justement avoir accès à la justice. Donc, 4 heures d'avocates spécialisées en violence sexuelle, violence conjugale. C'est vraiment un service, c'est gratuit. C'est vraiment un service intense. Mais pour revenir à la question de base, les groupes, on travaille fort à démystifier c'est quoi le continuum féminicidaire. D'ailleurs, il y a des réflexions, justement, il y a des juges qui en parlent de plus en plus pour comment criminaliser le féminicide au Canada, notamment avec l'histoire de Gabi qui vient de décéder, qui est d'un multirécidiviste qui a eu 17 comparations devant la cour, 17 ou 18, mais tu sais, genre un chiffre. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites. C'est long, c'est très long. Il y a les tribunaux spécialisés aussi. C'est pas parfait non plus, mais il y a des actions qui sont mises en place.
Le problème, selon moi, c'est l'éducation. Ouais. Si déjà, à la base, on a une éducation qui n'est pas égalitaire, qui valorise pas les rapports égaux et qui aussi reste dans des approches stéréotypées, on va toujours être confronté de ce cycle-là d'inégalité puis de violence envers les femmes. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais, là? Tu as tous les droits, là, t'es comme invincible demain matin, tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu changerais? Je change le système scolaire. Ouais. Music to my ears. Ouais. Là, hey, j'imagine si on pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais tu voudrais-tu nous donner des exemples de ce que tu changerais? Ben justement, l'éducation à la sexualité, je pense que c'est très, très, très important, mais dans une vision égalitaire. Donc, cours d'éducation à la sexualité dès la plus jeune enfance, dans une approche pas genre, ah, t'as un pénis, t'as une vulve, machin, mais vraiment rapports sociaux. Comment on peut rentrer en contact avec l'autre. Tu sais, on peut s'inspirer. Il y en a des pays dans le monde, là, les pays nordiques, il y en a notamment, tu sais, on le voit, beaucoup moins d'inégalités. À un moment donné, les personnes, des masculinistes mentionnaient que la Suède était dans les premiers rangs, en fait, des violences sexuelles envers les femmes. Mais c'est pour ça que les statistiques, c'est toujours réfutable. Mais en fait, la Suède, étant donné que les femmes ont confiance dans le système de justice, vont dénoncer lors de crimes d'agression sexuelle. Oui, il y a plus C'est ça, c'est différent, là. De dénonciation, donc c'est complètement différent. Ouais. Donc peut-être ils présentent un taux plus important, mais les femmes vont dénoncer, puis le taux de criminalisation sont plus importants. Donc il y a une confiance en la justice. C'est ça. Au Québec, c'est 6 % des agressions sexuelles qui sont dénoncées à la police. 6 %. C'est 10 % des filles qui sont exploitées sexuellement qui vont aller chercher de l'aide à la police. 10 %. Puis on parle de mineurs comme de majeurs. Ils veulent pas les filles exploitées sexuellement, les filles dans la prostitution, parce qu'ils sont confrontés à des barrières systémiques qui sont énormes. Là. Puis c'est T'sais. une fille sur 5 avant l'âge de 18 ans, puis une femme sur 3. Imagine. Rendu à l'âge de 18 ans. Imagine. Donc, Répertorié. c'est ça. Répertorié. Répertorié. Ces chiffres ne font pas de sens. Comme, Non. Absolument pas. Ouais. Ah non. C'est 1/4 des femmes victimes de violences conjugales. Un quart. Ouais. Ils ont pas... C'est... Une femme sur 4 va dénoncer. Va avoir vécu. Va avoir dénoncer. Va dénoncer. Ouais. C'est ça, ma stat? Alors, on avait... J'adore. Moi, j'étais comme Julie. Aujourd'hui, je te pose aucune stat. Moi, je suis comme, donne-moi toutes les statistiques de tous les pays dans le monde, s'il Mais te c'est ça qui fait plaît. le plus réagir. Parce Non, que, mais juste, au final, peu importe la ceux qui statistique, il y en a dénoncent ou en général, là, dans le sens... même si c'est pas genre, OK, ceux qui dénoncent, même si c'est plus en général, dans le sens... En effet, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, même dans notre entourage, tu sais, dans mon entourage et tout, je suis comme... Des femmes qui ont vécu, genre, une forme de violence, un moment donné, ouais, OK, ça peut faire du sens, là, surtout quand tu prends en compte, justement, les violences sexuelles, là, comme... Ben oui. Dans un contexte, puis la majorité des violences sexuelles sont dans un contexte conjugal. Donc, j'ai comme l'impression qu'on est un peu dans une nouvelle ère en ce moment de comme grosse réalisation, grosse comme. J'étais en train de me dire, j'ai peur que quelqu'un nous écoute puis dire, ils disent qu'ils sont woke. C'est pas ça du tout, je dis, mais plus en mode. On est woke. I love that word. Oui. Mais. Non, mais. M'insulte de même, je suis genre. Je pense là, aux femmes là, qui dataient ou qui disaient, moi, j'en ai daté un, c'était rien que des red flags, blablabla. Voir, je restais avec. Mais quand tu l'écoutes, finalement, c'était tous des signes de violence psychologique, de violence verbale. C'était pas juste des red flags, là, ou comme, le sexe, là, j'aimais pas ça avec, il faisait ça. Attends, excuse-moi, là, il y avait pas de consentement là-dedans, là. Tu sais, on a encore, je trouve, les gros. C'est pas la première fois que je le dis, là, mais les gros préjugés de genre, tu marches dans une ruelle tard le soir et tu te fais attraper par un homme que tu connais pas et tu te fais violer. Ouais. Ou genre. Ça, c'est les films, tu sais, c'est Oui. ce qui est médiatisé, c'est le true crime, c'est des choses La comme ça, violence, fait que- la violence conjugale, ben c'est genre ton mari qui est alcoolique avec son bat de baseball. Ce n'est pas ça, là. Non. Ce l'est, ça peut l'être, en fait. Mais ce n'est pas que ça, là. Puis c'est là qu'on se rend compte que le C'est crime... insidieux aussi. Ouais. C'est progressif, c'est un continuum, c'est insidieux, ça s'intègre progressivement, fait qu'on le remarque pas tout le temps. Là. Puis, tu sais, dans les facteurs de féminicide là, qui démontrent en fait qu'il y a un féminicide qui peut se produire, c'est la violence coercitive. Puis c'est une des violences les plus insidieuses et qui est jamais ou quasi, qui passe quasi jamais par le physique.
Il passe par le Mais psychologique. c'est ça. Ouais. Donc, c'est tough, là. Ouais. Ingrid Falaise nous en avait parlé un tout petit peu quand on l'avait reçu, mais pour les gens peut-être qui s'en souviennent pas ou qui n'ont pas écouté cet épisode-là, Shame on You 1 et 2, pourrais-tu nous dire exactement c'est quoi le contrôle coercitif? Exactement, Rapidement? je pourrais pas. Non, pas dire c'est exactement, quoi. mais c'est Exactement. Mais rapidement. c'est le cycle de contrôle, puis c'est les différentes. Genre, t'as dit un petit peu, c'est littéralement le sujet de l'épisode d'Ingrid Falaise. Oui, non, Le mais c'est contrôle juste que je me dis quelqu'un que c'est la première fois qui nous écoute puis qui Oui. écoute cet épisode-là puis qui Ben oui. dit dans le fond, c'est quoi que tu as Genre mentionné exactement? monétaire, Tu dit psychologique. le plus gros facteur de risque. Au féminicide. En fait, Mhm. souvent, les femmes qui sont victimes de féminicide sont victimes de contrôle coercitif, Mhm. qui sont victimes de violences conjugales. Puis d'ailleurs, sur le site de SOS Violence conjugale, il y a un test pour savoir si vous êtes victime d'une violence et ça prend vraiment une vision globale de la violence, de comment elle s'articule. C'est pas parce que tu vas te faire frapper par ton conjoint. Oui, t'es victime de violence conjugale lorsque c'est physique. Les gens l'associent directement. Mais lorsque le contrôle, c'est-à-dire l'isolement, le contrôle des textos, les suivis, lorsqu'il, par exemple, t'envoie plusieurs textos par jour, à savoir t'es où, tu parles avec qui, le contrôle des vêtements. Donc, c'est vraiment pernicieux. Ça va se mettre de plus en plus. Puis ça va être souvent, ça va pas être direct, hein, ça va être pas, ça va être genre, ah, j'aimerais ça que tu t'habilles différemment, tu sais, j'aimerais ça ce soir que tu restes avec nous, va pas voir tes chums de filles, j'aimerais, tu sais, fait qu'il y a un contrôle, en fait, c'est une prison psychologique qui emprisonne les femmes, tout simplement, dans leur expression de soi et dans leur libération personnelle, c'est-à-dire avoir accès à l'espace public, avoir accès à leur propre choix de manière libre et éclairée. Plein de facteurs, en fait, qui vont faire que les femmes, finalement, vont s'éteindre à un moment donné et vont se perdre à travers tout ça. Puis on rapproche souvent le contrôle coercitif aux mécanismes utilisés dans les sectes. Gourous, personnes qui suivent, qui perdent de liberté. C'est une perte de liberté. Et ça me fait capoter parce que c'est vrai ce que tu dis, là, c'est pas comme un homme qui va être genre, là, moi, je veux pas que tu vois tes amis de filles, j'aime pas ça, je veux que tu restes juste avec moi. Ça va jamais être exprimé, ben, jamais ou très rarement être exprimé comme ça, là. Souvent comme, ah, j'aimerais mieux que tu restes avec moi, on passe pas beaucoup de temps ensemble. Tu sais, c'est de la manipulation, là. C'est pernicieux. C'est insidieux, c'est pernicieux. Tant qu'à t'avoir, je suis curieuse parce qu'on n'en a jamais parlé. En ayant été dans le réseau des femmes lesbiennes et de travailler maintenant du côté des féminicides, la violence dans les couples homosexuels, comme c'est dur de savoir. Je suis comme, est-ce que tu as remarqué une genre d'intersection là-dedans, comme ça, c'est-tu différent dans les couples lesbiennes, les couples homos ou quoi que ce soit, comme par rapport à ça, parce que des fois on a l'impression que c'est moins, mais c'est peut-être juste différent. Ben, en fait, les relations lesbiennes puis les relations hommes-gays, en fait, s'articulent complètement différemment. Absolument. Donc, Deux il y a mondes, plus c'est sûr. de violence dans les couples d'hommes gays qu'il y en a à travers les couples de lesbiennes. Malheureusement, à travers les couples de lesbiennes, beaucoup de violences psychologiques, de contrôle, notamment coercitif. C'est rare, tu sais, les féminicides, on articule vraiment, c'est un homme qui tue une femme. Puis c'est important dans une vision féministe, matérialiste, de dénoncer les violences des hommes envers les femmes. Mais il y a eu des féminicides lesbophobes, tu sais, il y a eu des... on le voit beaucoup dans les pays d'Amérique latine, puis on voit plus que les femmes lesbiennes se font tuer parce qu'elles sont lesbiennes par des hommes que des femmes. Donc, encore une fois, l'agent féminicidaire, c'est l'homme. Puis c'est comme ça qu'on articule le féminicide. Mais on le voit, nous, on n'était pas spécialisés dans ce qui concerne les violences conjugales, mais j'ai travaillé avec le Centre de solidarité lesbienne. Puis il y en a de la violence dans les couples lesbiens. Il y en a de la violence. Il faut pas... Ça va peut-être pas mourir, mais ouais, il y a de la violence partout. Là, il y a de la violence partout. oui, il y a de la violence. C'est juste que... Ouais. Mais c'est moins. pas... on peut pas la symétriser en lien avec la violence vécue d'un homme et d'une femme. C'est comme me dire qu'un homme est victime de violence aussi des femmes. Oui, certes, il y a des femmes qui sont auteurs de violence, mais on ne peut pas s'y maîtriser. Donc, il faut continuer à nommer que les hommes tuent les femmes ou que ce sont des auteurs de violence parce que sinon, on oublie, en fait, comment s'articule la violence auprès des femmes. Et dans 80 à 90%, ce sont elles les victimes. Donc, à un moment donné, on peut pas juste invisibiliser en parlant de victimes et d'agresseurs. Il faut nommer aussi qui tue, qui violente, qui inceste, qui viole.
parce qu'après, sinon, on est un peu perdu dans tout ça. Puis pour les luttes féministes, c'est important de dénoncer cette violence homme-femme, tu sais. Ouais. Puis au Québec versus dans le monde, il faut toujours ramener à ça aussi. Ouais. On est là, on est un milieu, on est quand même privilégié ici au Québec, notamment parce que les femmes du Québec ont milité énormément pour nous pendant les dernières années. Les groupes communautaires, des militantes incroyables, on est des pionnières. Il faut pas oublier que les femmes à travers le monde nous regardent. La Marche mondiale des femmes, c'est les femmes du Québec qui l'ont mis en place grâce à la Marche du pain et des roses de Françoise David, Manon Massé puis Diane Matt. C'est les femmes du Québec. Il faut pas l'oublier, cette partie d'empowerment qu'on a. On a une histoire très particulière au Québec, puis il faut que les femmes le reconnaissent, le sachent, puis qu'ils retrouvent un peu cette politisation du soi. C'est important pour revendiquer ses droits puis reprendre sa place. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. J'ai des frissons. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que on a quand même tendance, tu sais, on se regarde le bout du nez, tu sais, on regarde la situation ici, puis on est comme 24. Tu sais, genre oui, c'est grave, c'est moins qu'ailleurs. Tu sais, fait que là, on regarde un peu notre situation, puis j'ai l'impression que les gens sont un peu désensibilisés à ça, puis t'es comme moi, mais regarde ailleurs dans le monde, c'est comme moi, mais c'est pas ici. Ouais. Mais on comment a fait l'analogie avec la France. On a fait les statistiques l'année dernière avec ma collègue Eugénie Fontaine, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je la salue. On a fait les statistiques, puis quand on regarde au prorata la population, c'est le Québec versus la France qui a le plus haut taux de féminicide par habitant. Oh, Donc, ouais. c'est pas parce qu'il y en a pas beaucoup, c'est parce que aussi on est moins. Il faut pas l'oublier. Mais quand on compare des patates avec des patates, ben on voit que malheureusement, le taux est plus important ici. Puis en France, il y en a des féminicides. Oui. Il y en a beaucoup. Mais il y a une plus grande population. Oui, c'est ça. là. Oui. Ou tu sais, je pense aussi aux pays où est-ce que les droits des femmes sont juste drastiquement moindres, là, tu sais, qu'il y a tellement plus de dynamique de pouvoir que comme... Mais je me dis, ces pays-là peuvent peut-être être justement inspirés par... Ce sont des féminicides. Quand je parlais du continuum féminicidaire, les femmes afghanes, Ouais. c'est un féminicide Oui. qui est en train de se produire. C'est vraiment... Tu sais, il faut le nommer. Pareil pour les femmes iraniennes, c'est en train de se produire. Ça fait partie du continuum féminicidaire. Ce sont des féminicides symboliques. Puis ça montre aussi au reste des femmes en disant, si vous n'êtes pas fine, si vous n'êtes pas gentille, c'est ce qui va vous arriver. Puis quand on parle de la montée de la droite ici, avec les mouvements idéologistes qui sont plus radicaux, qui sont reliés à la religion, ben c'est sûr qu'il y a des questions à se poser. Il ne faut pas non plus se leurrer à savoir... tu sais, il faut rester dans le concret. Là. Ce qui arrive à côté peut nous arriver aussi. On le voit avec les États-Unis. Il n'y a aucun droit qui est irrémédiable, irréfutable, qui ne peut pas disparaître. Nos droits peuvent disparaître. Et les premières qui vont être impactées par ça, ce sont nous les femmes. Ouais. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Là. Il y a quelques années, on avait autant de droits qu'un enfant. Là. Tu sais? C'est fou. Fait que, puis ça fait même pas 100 ans. Là. 1929. Avant 1929, les femmes n'étaient même pas considérées comme des personnes. On était considérés comme des enfants, des personnes aliénées. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille aussi, nous, les femmes. Là. Ouais. T'sais, on peut pas juste être témoins passives. Là. Il faut qu'on revendique. Il faut que toutes les femmes revendiquent le fait qu'elles ont le droit de s'exprimer, qu'elles doivent s'exprimer, qu'elles ont le droit à un accès à la justice, qu'elles ont le droit à avoir un salaire décent, égalitaire, des bonnes conditions de travail, que le travail invisible, c'est important, puis que c'est nous qui le portons, puis qu'on veut plus de cette violence-là. C'est tout. Puis en plus, c'est prouvé que les hommes, si on est dans une société plus égalitaire, les hommes et les femmes sont plus heureux. Oui. Donc, plus on est heureux, tout le monde en plus sont heureux. Ben oui, c'est ça. Puis même au niveau du portefeuille de l'État. Ouais. Parce que ça coûte moins cher. Donc, tu sais, je veux dire, c'est juste de la mauvaise foi à un moment donné. Là. J'espère que ça va être ça ton speech samedi. Parce que je te ferai un standing ovation. J'espère que tu vas prendre ça pour faire un extrait, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aime ça quand là, j'entends tellement tu parles tellement bien, puis là, je dis rien parce que je sais que ça va être un excellent extrait de podcast. Mais ça me serait bonne à tout le monde en parle.
Oui. Ah, moi, non, je suis ben trop gênée. Ben voyons, t'es pas gênée, check Ben ça. oui, je suis Mais voyons donc. gênée. Je pense que t'étais gênée jusqu'à ce qu'on dise. Fait que c'est quoi un féminicide? Après ça. Non, Julie. non, excellent. règle ça cette fin de Voilà, semaine. je dois être écarlate. Ben du fond de teint. J'ai couru 2 kilomètres avant de venir ici. J'étais là, il faut que je fasse quelque chose, je suis trop stressée. Non, Oh! t'es excellente, vraiment. À quel point on est stressante, finalement. Oh non, mais Non, vous on êtes a cool, tout merci. Super chaleureuse, née avec elle. Oui, absolument. Nez parlé. Juste parce que j'ai la question qui me trotte en tête, là, je fais du pouce au début de l'épisode où on a parlé de la marche de cette fin de semaine. Ouais. J'ai 2 questions. Pourquoi est-elle seulement aux 5 ans? Et la marche, vous marchez pourquoi exactement? Ben, en fait, être aux 5 ans, ben, pour une question aussi logistique, normalement, c'est le 17, en fait, le 17 octobre pour la Journée internationale de lutte contre la pauvreté. Parce que les femmes sont les principales victimes de la pauvreté à travers le monde. Tu sais, notamment au Québec, je pense que c'est 55% des femmes qui sont au salaire minimum. Tu sais, 55%, donc c'est plus que la moitié des femmes qui sont au salaire minimum, sans parler que je pense que c'est presque un tiers des femmes qui sont à temps partiel. Donc, tu sais, puis souvent, ce sont celles qui sont à la tête de familles monoparentales. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de précarité au niveau des femmes. Tu sais, je lisais récemment, là, au niveau de l'actualité, savez-vous combien il y a de femmes, en fait, PDG au Canada? Non. Et essayez Vas-y. de deviner sur 100. Sur 100. Pourcentage? En pourcentage, le nombre de femmes PDG au Canada, ce serait 23. le genre de stats que je devrais savoir en plus en entrepreneuriat. Non, je vais dire genre 12. Non. Non. 3. 3? Moi, je suis genre 3, 23. Non? 3. Savez-vous, il y en a combien au Québec? 0. Une. Il y a une femme PDG au Québec? Ben, dans les 100 plus importants. Ah, dans les 100 plus importants. OK, Dans les 100 plus importants. Fait que c'est quand même, quand on dit accès au poste de pouvoir, puis ça, on parle d'éducation. Ouais. Les femmes sont pas assez bonnes, sont trop encore en lien avec l'hystérie, machin, trucs, sont pas capables de gérer leurs émotions, sont pas capables de gérer une business. C'est prouvé on gère mieux les business que les En plus, Oui. écoute, Tout le monde irait mieux si on était dans une société égalitaire qui vise l'équité homme-femme. Tout le monde irait mieux. tout le monde qui est pas homogène, là, tu sais. On cherche diversifié. de diversifier le tout pour avoir comme l'ensemble de la population. Là. Fait que C'est jamais bon. Tu sais, c'est comme les voitures électriques. Faut pas toutes qui sont électriques. C'est pas bon. Tu sais, il faut toujours avoir une diversité. Il faut qu'il y en ait un petit peu des électriques, un petit peu au gaz, un petit peu des vélos, un petit peu des piétons. C'est de même que ça doit marcher. Pas toutes dans la même façon. Sinon, ça marche pas. Ça fait des bouchons. C'est tout, là. Ouais. Fait qu'il faut vraiment trouver des alternatives. Se trouver des moyens de se développer différemment pour justement atteindre l'équilibre. C'est ça, l'égalité aussi, c'est un équilibre. Est-ce que tu y crois? Si j'y crois, oui, parce que sinon, je militerais pas autant. sinon, Puis, ouais, c'est ça. ça irait pas bien. là. Non, mais c'est une drôle de question. Tu sais, c'est comme, oui, on y croit, mais est-ce que tu y crois de ton vivant? Tu sais? Est-ce que tu... Ben, je sais pas, tu sais, quand je regarde l'histoire des droits des femmes au Québec, il y a eu beaucoup de très belles avancées en moins de 100 ans. Tu sais, l'histoire des inégalités hommes-femmes, là, ça date de la préhistoire, là, tu sais, ça date de la création des humains, là, tu sais. Donc, on s'entend que je trouve qu'en très peu de temps, il y a eu des très belles avancées. Malheureusement, en très, très, très peu de temps, on peut vivre des très grands reculs. Et c'est plus ça qui me fait peur. Ouais. En fait, je pense qu'on avance. Il faut que les gouvernements soient toujours ouverts à entendre puis vouloir justement cette égalité de fait et de droit. Donc ça, c'est important, une égalité sociale. Mais j'y crois, tu sais, puis je veux y croire pour les prochaines générations parce que, tu sais, là, la crise climatique, là, hommes-femmes, là, on va tous la subir. Fait que, tu sais, on peut-tu vraiment mettre dans notre mire des choses importantes qui nous touchent tout le monde, tu sais. La pauvreté, ça touche tout le monde. Puis les hommes, malheureusement, ce que je trouve triste, c'est que les inégalités se font... Ce que j'aime beaucoup, c'est Martine Delvaux. Vous connaissez Martine Delvaux? Ben oui, Martine, là, je la harcèle un petit peu, là. Ah, bon, mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Puis moi, je trouve tout le temps qu'il faut jamais mettre tout le temps, parce que sinon, ça devient un peu gourou. Mais j'ai beaucoup aimé son approche de broligarchie. En fait, c'est le règne. Tu sais, garchie, ça veut dire le gouverner. En fait, bro, c'est dans le sens frère. C'est gouvernement par les frères. Puis malheureusement, tous les hommes ne font pas partie des frères.
Puis ça, il faudrait qu'ils s'en rendent compte à un moment donné, là. C'est qu'eux aussi, ils vont subir cette oligarchie-là. Ce patriarcat-là s'articule aussi auprès des hommes, là. Mhm. Tu sais, puis c'est une minorité de personnes qui contrôlent la majorité de nos actifs, c'est-à-dire notre argent, la majorité des choix politiques. C'est une minorité de personnes, puis nous, on subit tous. Fait que dans le fond, c'est une dégradation. Là. Fait qu'à un moment donné, on va tous subir de ces mauvais choix faits par une très, très petite population. Fait que, tu sais, il faut que les hommes se réveillent aussi, là, à un moment donné, parce qu'ils vont subir tout comme nous, là, la pauvreté, les usines ferment et tout. Malheureusement, c'est que c'est nous qui vont manger une baffe à la fin. Ouais. Mais le problème, c'est pas nous. Faut cibler le problème, c'est-à-dire ce petit régime de personnes-là qui gouvernent selon leurs besoins et qui font la pluie et le beau temps auprès de la majorité de la population. Et c'est ça qui est triste. Fait que, tu sais, quand on dit que l'égalité, ça apporte à tout le monde, ben ça apporte à tout le monde. À tout le monde, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'en étant dans ce discours-là, tout le monde est inconfortable. Ouais. Puis, tu sais, comme tout ce qu'on voit en ce moment, comme la montée de la droite, genre le masculinisme, ça part d'être inconfortable avec comment qu'on se sent en ce moment. Puis, comment qu'on est en ce moment, c'est que les femmes, on travaille fort pour être au même niveau, puis on pousse, puis on est tu sais, ça fait pas longtemps là, qu'on peut avoir une carrière, puis qu'on est capable d'avoir plus de droits, puis un compte en banque, puis tu sais, on apprend, puis j'ai l'impression que les femmes, on avance tellement vite, puis on est tellement, genre, puissantes là-dedans, que tout le monde est inconfortable. Fait que là, c'est comme s'ils sont inconfortables, donc ils sont dans la résistance. Mais t'es comme, non, mais si tu lean in, tu sais, si tu t'acceptes le changement puis t'embarques avec nous autres, comme tout va mieux aller, là, ça sert à rien d'être dans la résistance du changement quand on est la moitié de la population puis on travaille fort là-dessus. Là, ah ouais, mais Mélissa Bliel dit, à chaque fois que le féminisme avance, le masculinisme se renforce. Donc, à chaque fois qu'on essaie de faire des pas, ben, il y aura un courant qui va se renforcer. Puis, il faut pas négliger les médias sociaux. Il faut pas négliger leur force. Et la propagande qu'ils font, c'est aussi un boys club, les médias sociaux. Tu sais, il faut pas le négliger, ça. On le voit au niveau des représentations stéréotypées des femmes. On voit que l'exploitation sexuelle se transforme. On voit tu sais, comment on est instrumentalisé auprès des hommes dans les vidéos. Puis c'est ça, l'éducation de nos jeunes. C'est ça, là. Faut vraiment faire attention aux médias sociaux. Faut vraiment... Moi, je trouve que c'est comme la cigarette. Hein. J'espère, là, tu sais, si je pouvais changer une baguette magique, là, j'espère que dans une couple d'années, on va faire un recours collectif pour crime contre l'humanité envers les médias sociaux. Là. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là, tout ce qui... Ils nous font régresser, là, complètement. Absolument. Complètement. La désinformation est la plus grande maladie du monde en ce moment. Là. Comme, c'est terrifiant. Là. Ouais. Comme... Il y en a qui disent que la Terre est plate. On n'avait pas réglé déjà ce sujet-là. C'est parce qu'avant, ils disaient la Terre est plate, mais ils ne pouvaient pas le partager. Tu sais, ils le disaient chez eux, à leur gang d'amis proches. Mais le danger... Tu le dis à tout le monde sur la planète. C'est que si demain, tu es une personne peut-être vulnérable, non éduquée, non étiquetée, non éduquée, peu importe, et là que sur Instagram, tu vois un post de quelqu'un qui est comme la Terre est plate, puis tu es comme... je m'en vais sur YouTube. Des bons arguments, là. Avec votre baguette, là, qui la Terre est-elle plate? Oui. Oui. Là, tu vas sur YouTube, là, t'en trouves plein de vidéos. Voici pour plein. Ça. Mais là, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'algorithme va juste te valider. Te renforcer dans ton idée. Puis c'est ça, la polarisation. Oui. La polarisation se fait justement avec le renforcement des algorithmes. Puis il n'y a rien de pire qu'une polarisation puis le manque de discussion. Il faut qu'on puisse discuter. Ouais. On a commencé avec féminicide, on termine avec la Terre est plate. J'adore. Le temps file, Julie. Non seulement on a d'autres invités, mais tu dois aller à Québec pour aller militer. Moi, tu as fait une pratique. Ouais. T'es prête pour demain. Tu vas être primée. On termine toujours l'épisode avec une question plus réflexive, une question plus ouverte, qui est notre question Floravie. Je te l'ai déjà posée un tout petit peu à travers l'épisode, mais j'ai une idée, Marie-Lou. Non, la question, je vais te la poser, là, tu vas comprendre. Marie-Lou est genre, qu'est-ce qui est écrit? C'est pas encore ça. Si tu pouvais changer une seule chose, demain matin dans notre société pour mettre fin, ou du moins
réduire, ralentir le continuum féminicidaire, qu'est-ce que ce serait? Mais là, moi, j'aimerais apporter une petite nuance si tu avais à changer une seule chose, mais pour avoir un impact peut-être plus immédiat. Tu sais, l'éducation, moi, je suis à 100% d'accord avec toi que c'est ce qui va nous aider à long terme au niveau de l'éducation des enfants, de les générations futures. Mais à ce jour, pour nous aider, pour les adultes de ce jour, qu'est-ce que tu penses qui pourrait... Genre, qu'est-ce que les auditrices... Comme qu'est-ce que... Ouais. Mettons là, qu'on est genre une couple de milliers de personnes en ce moment à écouter cet épisode-là. Mais pas admettons, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. On est plusieurs milliers de personnes qui vont écouter cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on... Tu sais, Elle devient rouge! mais c'est pas grave, parce que c'est pas là, en ce moment. C'est plus plus tard. live. Et ils vont adorer l'épisode, je te confirme. Mais tu sais, mettons que tu t'adresses, là, samedi, de toute façon, tu t'en vas faire ça à 10 milliers de personnes. 10 000, tabarouette, pas 10 000. Non, mais il va en avoir 25 000. 10 000 personnes en avant de toi. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut tout faire collectivement aujourd'hui, genre quelque chose qui est immédiat puis qui peut comme aider? Ben, quelque chose qui est immédiat puis qui peut aider, je pense qu'on arrête de banaliser. Maintenant. Qu'on arrête de banaliser la violence envers n'importe qui, en fait, envers les femmes, envers les populations marginalisées. Qu'on arrête de banaliser. Une violence, c'est une violence. Ça fait mal. Tu sais, on joue pas, là. C'est pas un jeu, là. Tu sais, qu'on arrête de banaliser. Vraiment, c'est la seule chose. Je pense que déjà, si on arrête de banaliser, on va prendre conscience. Puis la conscience est la plus grande force de l'humain. Si on a conscience, on peut générer des actions. Fait que si on génère des actions, on va faire le changement. Mais lorsqu'on banalise, on balaie. On balaie toute une réalité. Et en fait, ça peut pas fonctionner. Il faut qu'on prenne conscience en tant qu'humain. Il faut qu'on soit conscient. J'adore. Puis je pense que c'est un switch qu'on est capable de faire aussi, tu sais, de comme, même dans notre quotidien, de faire genre, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un faire une violence, là, ou comme un comportement qui est pas correct, ou on est, tu sais, de juste de le switcher tout ça, puis de faire comme, non, ça c'est vraiment grave dans le fond. C'est grave. C'est loud. Comme de réagir rapidement à ça, puis de comme... Soutenir les victimes. Oui, c'est ça. Tu sais, pas juste être des témoins passifs. On a conscience là, qu'il y a une violence qui se produit. Là. Go, on agit. C'est pas nous là, qui devons avoir honte de soutenir les victimes. C'est les agresseurs qui devraient avoir honte de faire ce qu'ils font. Ben, soyons solidaires entre nous, puis arrêtons. Si tout le monde, on disait stop, hey, Il y en aurait plus. il y en aurait pu. Il y en aurait pu. Si le mononcle était pointé du doigt par toute la famille, hey, tu me croire qu'il changerait ses tactiques ou qu'il prendrait son trou en crise? Ouais, Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, si les agresseurs sexuels, si les joueurs de hockey, si, hey, come on! Ça serait complètement différent, là. Si on voyait puis on intervenait, ça serait complètement différent. Parce qu'on aurait conscience que ça fait mal, que ça détruit quelqu'un. Tu sais, il faut qu'on prenne conscience que ça fait mal. Une gifle, ça fait mal. Un viol, ça fait mal. Se faire traiter de grosse vache, ça fait mal. Tout fait mal. Si toi, t'aimerais pas ça, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Ben oui. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Oui. Tu sais, c'est la base, l'éducation. C'est la crise de base. Ouais. Très bien dit. Là, c'est le moment là, de te plugger tout ce que tu veux. Non, attends, il reste une question avant. Dans un instant. Si tu avais... C'est trop cool. C'est notre premier épisode de la journée, gang. Là, je viens juste de finir mon café. Là. La café n'est pas d'inverse C'est encore. une bonne blague. OK, notre vraie dernière question avant de te plugger. Si tu avais à nous recommander une personne, une femme, à inviter à l'émission, ça serait à l'émission. On est rendu un TV show ici. Non, à l'épisode, ça serait qui? Fait qu'une femme inspirante que tu connais ou tu connais pas, là. Il y en a qui nous ont réfléchi. Michelle Obama. Quand même, là, dans l'épisode aujourd'hui, mais... Qui qu'on devrait inviter et pour discuter de quoi? Mais au niveau mondial ou au niveau local, là, tu sais, qui pourrait se faire de Tu pourrais venir s'asseoir à ta place. Avoir un peu d'ambition, mais c'est ça, Michelle Obama, c'est un peu trop, mettons. Ouais, c'est ça. Fait quelqu'un qu'on pourrait inviter, là. Ouais. Ça serait fun. OK, vous pourriez inviter. Ben, il y a des très grandes militantes au Québec, notamment, tu sais, je pourrais vous dire Diane Matt, qui a milité justement, qui a été une des organisatrices à la Marche mondiale des femmes, qui a été aussi à la Marche du pain et des roses. Puis je veux sortir un petit peu des politiques. Je trouve que le milieu communautaire aussi n'est pas assez valorisé. Donc, c'est une femme de l'ombre. C'est elle qui a fait qu'au Canada, maintenant, on est un pays abolitionniste. Donc, qu'on protège les victimes et qu'on criminalise les utilisateurs de services, c'est-à-dire les clients
en ce qui concerne l'exploitation sexuelle. Donc, on protège les femmes et on criminalise le client. Donc, pour moi, c'est des grandes avancées aussi de cibler. Donc, Diane Matt, le milieu communautaire, je trouve que c'est C'est une bonne... Parfait. Très bonne c'est très, Ouais, très important. j'adore. Bonne recommandation. Pour revenir à ma shameless plug, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'on peut te suivre personnellement sur les réseaux sociaux? Sinon, est-ce qu'on le fait plus via la coalition? Si oui, où est-ce qu'on vous suit? Ouais. Ben, en fait, je suis très discrète sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, je n'aime pas les réseaux sociaux et je n'ai nullement confiance en eux. Mais on les utilise quand même parce que c'est un des canaux de communication qui est super utilisé. Donc, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. On publie à chaque mois une fiche statistique sur les féminicides au Québec qui dénonce justement comment ils s'articulent. On a des rapports. On dénonce aussi la complicité étatique. C'est une des facettes vraiment importantes de la coalition féministe, dénoncer la complicité étatique, c'est-à-dire justement l'inaction au niveau parfois du système de justice, le fait qu'on materne un peu les auteurs de violence, tu sais, qu'on est là, c'est pas grave, ça va pas recommencer, tu sais, t'es correct, t'as un papa, machin. Bon, tu sais, fait qu'on dénonce un peu cette approche-là qu'on est vraiment contre. Donc, sur les médias sociaux, on est présente. Puis samedi, à la Marche mondiale des femmes, on va être présente. On essaye d'être audible, puis de se battre pour nous, en fait, puis pour nos filles aussi. Puis, sur les réseaux sociaux, c'est quoi votre titre, votre handle? C'est sur Instagram, c'est CFV Femmes. Puis sur Facebook, c'est Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Mais tu sais, sur le site Internet, coalitionféministe.org, vous pouvez voir tous nos membres, les groupes qui travaillent avec nous, notamment SOS Violence conjugale, La Clé, les CALAC. Si vous avez besoin d'aide, les groupes communautaires sont là. Allez les chercher. Les filles des CALAC sont super. Tu sais, j'ai parlé aussi de rebâtir. Allez chercher ces ressources-là. Les femmes sont organisées, là. T'sais, on est là. C'est ça, la sororité, tu sais, aussi. C'est d'être là qu'on a besoin les unes des autres. Puis on se bat aussi de l'autre côté au niveau politique. Donc, c'est ça. Facebook, Instagram, le site Internet. Puis suivez-nous, puis on espère. Puis battez-vous tous les jours pour nos droits. Politisez-vous. C'est ça qui est important. Ayez pas peur. C'est ça, moi, je pense, le message qu'il faut qu'on passe, là. Dire les choses, les nommer, puis pas avoir honte de les nommer. C'est pas juste, c'est pas bien. Tu sais, dites-le, c'est pas grave. C'est toi qui dénonces l'injustice, là. C'est de l'autre côté qui devrait se remettre en question. C'est pas faut toi qu'on qui se devrait politise. se sentir pas bien de le dénoncer. C'est l'autre qui fait l'injustice. Hein. Oui. Tu sais, j'adore. Faut qu'on se respecte, qu'on mette nos limites, puis, tu sais, c'est chacune d'entre nous, on a une responsabilité. Malheureusement. Excellent mot de la fin. T'es vraiment bonne. Tu t'exprimes super bien. On en parle. C'est vraiment impressionnant. Oui. Oui. Puis, si jamais je m'adresse à celles qui ont écouté l'épisode et qui l'ont aimé, vous pouvez le partager. Partagez-le, justement. Là, genre, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Là. Même pas, tu sais, d'habitude, on dit à quelqu'un que vous connaissez, mais genre, postez-le. Ouais. J'ai envie de dire, pas si vous avez aimé, ça n'a pas rapport. Vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, je m'en fous. C'est important, genre, partagez-le, le point final. Oui, absolument. Puis, 5 étoires? Oui, vous pouvez donner 5 étoiles au podcast, nous laisser un petit review aussi sur Apple Podcast. Je pense que c'est la place pour le faire. Commentez votre moment préféré. Et, pour gagner une boîte fleur à vie d'ici la fin de la saison. Absolument. Et, ben, c'est ça. Suivez-nous sur Instagram aussi. À Elle le balado, puis revenez la semaine prochaine, mercredi 10h. Voici tous mes messages qu'il fallait que je Merci beaucoup pour votre travail. Non, mais merci à vous de donner la place aux femmes. Puis j'ai regardé un peu ce que vous avez fait comme rencontre et tout. Merci de nommer des fois des choses qui sont pas dites, puis d'encourager autant des intervenantes que des directrices d'organismes communautaires que des politiciennes. Merci de donner la voix aux femmes. Ça passe aussi par là, de voir qu'on a un pouvoir. J'ai pleuré. Moi aussi! C'est pas le bon moment, j'ai tombé dans ma semaine. Merci, Julie. J'ai vraiment apprécié. Non, mais merci. Merci à toi. Puis à la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye. Merci.